Bonjour à tous, je suis la critique masquée et bienvenue dans Disséquage. Disséquage est une chronique qui analyse des scènes similaires de différents films. Et aujourd'hui on va parler tête à queue, rentre dedans. Bref, aujourd'hui on va parler des poursuites en voiture. Le but de ce disséquage est de comprendre ce qui fait une bonne course-poursuite au cinéma. Et dans cette émission, je vais avoir un terme qui va revenir souvent. C'est le terme « idée de mise en scène ». Ce terme va désigner toutes les idées qu'un réalisateur va utiliser pour rendre une course-poursuite intéressante. Ça peut être aussi simple que ça. Et ça peut aller aussi loin que ça. Car sur un scénario, c'est pas obligé que toutes les actions soient décrites exactement. Et c'est souvent le réalisateur dans sa préparation qui va trouver des idées pour rendre sa scène plus intéressante. Il ne faut pas confondre idée de mise en scène et déroulement narratif. Par exemple, dans la course-poursuite finale de Boulevard de la Mort, l'idée de mise en scène principale, c'est d'avoir une fille en train d'exécuter une cascade sur l'avant de la voiture au moment où la voiture se fait attaquer. Et le déroulement narratif, c'est que le chasseur se retrouve chassé à partir de la moitié de la scène. Ça, c'est du scénario. Alors, je dois avouer que je ne trouve pas que dans une course-poursuite, le scénario importe beaucoup. C'est souvent très simple, un gentil est poursuivi par des méchants, ou un gentil poursuit des méchants. Et au final, ça marche très bien, pas besoin de beaucoup plus. Alors certes, on a des scènes qui arrivent en plus à nous raconter quelque chose, comme celle de La nuit nous appartient, qui contient une exécution qui nous explique une trahison dans le film. Mais dans ces scènes, l'intérêt scénaristique prend d'ailleurs le pas sur le spectaculaire de la scène. Maintenant, je vais entrer dans le vif de ce qui fait une bonne course-poursuite. Pour moi, c'est un triangle entre trois éléments. Crédibilité, compréhensibilité et créativité. La crédibilité, c'est toujours important. Car comme d'hab, quand on commence à se dire « Ah, mais c'est con ça !» on sort direct du film. Pour moi, l'exemple le plus concret, c'est encore une fois Boulevard de la Mort. Alors ok, le film nous a préparé à cette situation d'avoir une meuf sur une voiture à faire des cascades. Bon, et pas de cul quand Russell attaque pile poil à ce moment-là. Bon, ça nous donne 5 longues minutes de je te donne un petit coup, la fille est à deux doigts de tomber, de lâcher, et ainsi de suite. Mais ce qui est pas crédible pour moi, c'est que là, l'objectif des filles, c'est pas d'échapper à ce mec. Dans un premier temps, ce serait juste de faire rentrer cette copine dans la voiture. Pour ça, elles ont juste à freiner. Se mettre sur le côté plutôt que de foncer comme des connes pour échapper à ce type. On est là à regarder, au bout d'une minute, on en a juste marre et on se dit qu'elles sont un peu connes. Et le pire, c'est que quand elles ont le temps, car le méchant il s'est planté, elles le font toujours pas. Donc ça, c'est pas crédible pour moi. C'est un peu comme dans le transporteur, où d'un coup le mec, il se met à attendre sans raison que la police le rattrape avant de démarrer en trombe. Pourquoi? Ou dans Bad Boys, la fille qui se retrouve dans une position où elle appuie avec sa main sur la pédale, et sans qu'on sache comment, pouf, elle se retrouve à pouvoir piloter la voiture normalement. Bon, dans Bad Boys 2, on pourra aussi dire qu'une Ferrari lancée à fond, ça rattraperait un camion en à peu près 20 secondes. Et qu'un camion n'arriverait pas à suivre un 4x4 lancé à fond. Alors certes, là on rentre dans le pinaillement, mais c'est quand même important. Je suis pas un expert en cylindrée, mais une Ferrari ça va faire du 0 à 100 en 5 secondes, alors qu'un camion avec des voitures dessus, je suis même pas sûr que ça arrive à monter à 100 km/h. Donc voilà, ça c'est encore une fois un manque de crédibilité. Bon, le truc c'est que là, il y a le spectaculaire pour excuser tout ça, et au final, on s'en fout un peu. Dans un autre registre de la crédibilité, il y a les cascades, qui peuvent être plus ou moins crédibles. Donc ça dépend aussi bien des cascadeurs que des potentiels effets spéciaux. Quand une cascade est très bien faite, on y croit, c'est crédible. Par contre, par moments, ça fait un peu préparé. Ou même carrément fabriqué. La voiture qui tombe 30 secondes après que le camion est freiné, pour qu'elle passe à côté de l'autre, on n'y croit pas. Il y a des fois, on se demande si c'est assumé tellement c'est ridicule. Comme dans le transporteur, où en plus d'avoir vu qu'il y avait une place de libre sur ce camion, il a réussi à calculer parfaitement la vitesse, le timing et la position parfaite
pour choper cette place. Mais le plus fort, c'est qu'il arrive littéralement à faire sauter sa voiture au-dessus d'une balustrade sans ailer. Chapeau. Alors il y a aussi les doublures. Ça c'est rarement dérangeant parce que ça va vite. Mais il se peut qu'on voit les doublures comme dans Terminator. Enfin là, faut vraiment être un casse-couille. Par contre, il y a des fois où dans un souci de crédibilité, ils arrivent à nous bluffer. Comme dans The Place Beyond the Pine. Le premier plan d'une course-poursuite commence par un plan séquence d'un braquage de banque où on voit Ryan Gosling monter sur sa moto et partir devant la police. C'est lui là, y a pas de doute. Texas switch, which meant that Ryan Gosling would have to actually learn how to. Alors même s'il n'y a pas vraiment d'extrême cascade, il traverse quand même un feu rouge. C'est quand même couillu. Au moins, dans le prochain plan, qui au passage est un long plan séquence, on se pose même plus la question de savoir si c'est de Ryan Gosling ou pas. Ça nous paraît évident, alors qu'évidemment, c'est une doublure. C'est un peu le même principe dans Terminator, où le premier plan où on voit Schwarzy en moto, il part de loin et il s'approche de la caméra pour qu'on soit bien sûr que ce soit lui. Et donc après, quand ils utilisent des doublures, même si c'est quand même vraiment voyant, bon, on fait pas vraiment gaffe, on s'en fout un peu. Sinon, j'aime bien l'idée dans Quantum of Solace, où ils ont incrusté le regard de Daniel Craig dans le rétro, alors que j'imagine que c'est absolument pas lui qui conduit. Ça, c'est vraiment bien foutu. Bon, je trouve ça juste dommage que le plan ne dure qu'une demi-seconde, mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Après, il y a aussi un principe de crédibilité géographique à conserver. Bon, je vais pas faire le coup de cette rue ne mène pas dans cette rue à Paris, machin, ça on s'en fout. Mais des fois, dans le transporteur, on sent beaucoup trop que les plans ne se suivent pas du tout. On sent que ce ne sont jamais les mêmes rues qui s'enchaînent. Regardez, le fond c'est pas le même. Là encore une fois. Là il est dans des escaliers, après il est en marche arrière. Bon, mine de rien, c'est léger, mais ça dérange un peu. Pareil dans Fast and Furious 6, avec cette fameuse piste de décollage qui fait 12 km de long. Au final, quand on arrive à visualiser le parcours d'une course-poursuite, on est encore plus impliqué dedans. Bon, dernier truc qui pour moi pèse souvent à la crédibilité, c'est ces plans des acteurs qui sont en train de conduire. Alors certains sont très bien faits et apportent quelque chose par le jeu ou par les dialogues, comme dans Terminator, où le regard froid et inexpressif du T-1000 contraste avec le danger de la course-poursuite. Bon, Nicolas Cage dans 60 secondes chrono qui a la classe grave avec son assurance à toute épreuve. Par contre, dans Bad Boys 2, j'arrive pas à y croire à ces plans. Peut-être qu'on sent un peu trop le studio avec le fond blanc derrière, quoi. Maintenant, on passe à la compréhension. Alors ça comporte plusieurs aspects. Aussi bien la compréhension des actions, ce qui implique un bon découpage, un bon montage et encore une fois un bon cadrage, mais aussi la compréhension des conditions, comme la vitesse ou le stress de la scène. Bon, il y a pour moi un défaut qui revient souvent et qui diminue mon plaisir de visionner une scène de course-poursuite, c'est un montage trop rapide ou trop découpé. L'exemple le plus parlant, c'est Quantum of Solace. La scène est superbe. En termes d'esthétisme, la lumière et l'image sont magnifiques, il y a de super bonnes idées de mise en scène, le tout est super crédible. Mais putain, le montage est beaucoup trop rapide. En plus d'avoir mal à la tête au cinéma, j'avais pas compris la moitié de ce qui se passait, juste parce que ça va trop vite. Alors je suis peut-être un peu lent, certes, mais mon œil n'a pas le temps d'assimiler les informations quand les plans durent 10 centièmes de seconde. Car regardez ce passage, par exemple. Si on prend chaque plan séparément, on comprend très bien ce qui se passe. Le camion percute le mur, ce qui fait sortir cette barre de métal, mais cet enchaînement de plans au milieu d'une scène avec le montage rapide, bah franchement, ça passe un peu inaperçu. Surtout qu'au final, je trouve pas ça très gracieux. J'aime bien quand les plans, qui sont d'ailleurs très jolis, durent, qu'on ait le temps d'en profiter. Le passage où James Bond se débarrasse de son premier poursuivant, c'est un peu pareil. Analysé plan par plan, l'action est super claire et très crédible. Mais à vitesse réelle, c'est super rapide. Moi j'ai vachement mal à comprendre, surtout au moment de passer du point de vue des méchants. C'est super coupé et trop rapide. Regardez, il y a un plan là, on comprend même pas ce qui se passe. Il y a aussi ces plans sur les pédales qu'on retrouve dans plein de films. Alors certes, ils nous aident à nous immerger dans la conduite du protagoniste. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où on sait même plus à qui sont ces pédales. Parce que depuis le début de cette scène dans Quantum of Solace, ce sont les pédales de James Bond qu'on voit à chaque fois. Et là, d'un coup, au milieu, ce sont les pédales des méchants. Alors ça me perturbe, moi, parce que j'ai pas eu le temps de faire le changement dans ma tête, de me dire, ah là, c'est pas la même chaussure, c'est pas la même pédale. Enfin, surtout que l'insert dure à peu près 2 images. 2 images sur une marque en plus, Alfa Romeo. Merci le message subliminal, quoi. Placement de produit gratos sur un plan totalement inutile au final. Par contre, dans la scène finale de 60 secondes chrono, il y a un plan sur les changements de rapport de vitesse qui, pour moi, marche parfaitement. Déjà parce qu'on a eu le temps de comprendre les enjeux de ce besoin de prendre de la vitesse très rapidement, et surtout le son nous aide à mort à être immergé dans la scène. Il y a des fois,
je trouve qu'ils rajoutent des plans qui servent à rien pour moi. Comme la plupart du temps, c'est le plan des gens qui conduisent des voitures. Alors dans Quantum of Solace, encore une fois, on a droit à ce plan du conducteur de camion qui fait des moulinets avec le bras. Ça va, on a compris qu'il avait du mal à diriger son camion avec un peu crevé. Je préfère voir le camion en entier plutôt qu'un plan fait en studio d'un mec que je reverrai jamais en train de mouliner des bras. Parce qu'il est important dans une scène de course-poursuite de prendre du recul par moment pour situer l'action. Et là, dans Quantum of Solace, ça peine un peu à venir par moment. Et des fois, à cause du montage, on perd un peu nos repères. Pareil dans Quantum of Solace, où là, on voit une voiture accélérer, et on enchaîne par un plan subjectif à l'intérieur de la voiture. Alors, logiquement, on s'attendrait à être à l'intérieur de la voiture qu'on vient de voir accélérer, ce qui en plus nous permettrait d'apprécier la distance entre cette voiture et James Bond qui est supposé être devant. Mais non, on est à l'intérieur de la voiture de James Bond. Donc déjà, le temps que je comprenne qu'on a changé de voiture, le plan est déjà passé à un autre plan, et en plus, on n'a aucune notion de la distance entre James Bond et son opposant, vu qu'on ne voit pas, il est devant. Mais ces changements de point de vue, c'est souvent confus. C'est comme dans le transporteur, où enfin la voiture de Jason Statham arrive à un endroit où il y a de la circulation, et boum, on passe à un plan subjectif d'une voiture. Alors, franchement, moi j'avais l'impression que c'était à l'intérieur de la voiture de Jason Statham, vu qu'on a vu que ça depuis le début. Mais non, c'est une voiture qu'on n'a jamais vue, qui est là, un feu rouge, et on est supposé comprendre que la voiture qui passe devant, c'est celle de Jason Statham. Et pareil, le temps que je comprenne qu'on n'est pas dans la voiture qu'on a suivie depuis le début, le plan il est déjà passé à autre chose, et j'ai totalement loupé le fait qu'il y avait une voiture qui passait, que c'était celle qu'on devait suivre. Le point de vue, c'est super important, et le changer subitement, c'est très perturbant. Il faut qu'il y ait un rythme qui soit installé dans une scène de course-poursuite. Si on alterne entre deux voitures, on n'arrivera à alterner entre deux subjectifs, parce qu'on a pris le temps de comprendre que les deux voitures se poursuivaient et que l'un et l'autre s'alternent. Mais si on met une troisième voiture dans le tas, franchement, on met un peu de temps à comprendre et on est un peu perdu. Dès qu'on n'arrive plus à bien situer l'action, ça devient désagréable. C'est un peu comme dans ce plan de Ronin où ils sont sur un rond-point, et le changement d'axe fait que je ne sais plus du tout dans quelle direction ils vont. Ils étaient de face, maintenant ils sont de profil, vu que c'est un rond-point, j'ai pas mes repères, et franchement c'est désagréable. Il y a plein de techniques différentes pour nous faire ressentir les conditions de conduite, comme la vitesse, le slalom dans la circulation, ou les virages serrés. Alors il y a les plans subjectifs au ras du sol. Certes, ça fait ressentir la vitesse et la conduite, mais je suis pas un fan, car au final, c'est un point de vue totalement fictif, que personne ne voit jamais. Ça ressemble trop à un jeu vidéo. Et ne pas avoir la voiture, c'est un peu comme ne pas avoir le protagoniste dans une scène. Ça me sort un peu de la scène. Alors après, on a les plans à l'intérieur de la voiture. Alors je les trouve vraiment intéressants, car on est vraiment immergé dans la conduite, et on voit le conducteur en train de conduire, on voit ce qu'il voit. Certaines scènes comme celle de Bullet ou The Place Beyond the Pine nous offrent des plans séquences dans cet angle que je trouve très prenants. La scène dans La nuit nous appartient utilise beaucoup ceci, ce qui provoque un effet d'enfermement dans cette voiture, sous cette pluie torrentielle, et l'identification est superbe. Il y a aussi les plans de face qui roulent avec la voiture vers la caméra. Alors je suis mitigé sur ces plans-là. Certes, ça crée un effet de vitesse certain, et certains passages, comme dans Ronin, peuvent être impressionnants, on sent un vrai slalom entre la circulation. Mais le manque de perspective sur ce qui vient empêche l'appréhension et la sensation de prouesse. Car au final, c'est un point de vue qu'on n'a jamais dans la vraie vie, encore une fois. Alors là où je trouve que ça marche le mieux, c'est dans Terminator. Car là, on se met à la place du pauvre gamin sur sa motocross qui est poursuivi par cette espèce d'énorme monstre de ferraille. Pour moi, au final, les plans qui marchent le mieux, ce sont ceux derrière une voiture lancée à toute vitesse. Ceux-là, quand il se passe des choses, ce sont vraiment mes préférés. Que ce soit dans Bad Boys 2, où l'esquive de la Ferrari est magnifique. Imaginez la maîtrise technique nécessaire à ce genre de plan. La conduite, la caméra, la cascade. Je regrette que dans James Bond Quantum of Solace, les plans comme ceux-ci ne durent pas longtemps. Car vraiment, j'ai envie de les voir durer plus longtemps. Dans Matrix, ils en ont fait pas mal au moment où Trinity est à moto. Et là, pareil, ils sont super bons. Mais là où ils sont forts, c'est que tous les véhicules, sauf la moto, sont de l'image de synthèse. Et franchement, sur le moment, on y voit que du feu. Bon, à part quand la caméra passe carrément à travers. Sinon, dans 60 secondes chrono, j'aime beaucoup ce plan. Je le trouve super dynamique, et en plus, il nous permet de prendre conscience de l'écart entre les deux voitures, tout en appréciant la qualité de la conduite.